Après avoir joué à God of War, je me suis dit que j'allais jouer à un jeu un petit peu plus chill, et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Stray, je fais exprès de le dire comme ça, on va dire Stray, où on va incarner un petit chat errant, et du coup je vais te parler de cette aventure. Bon, dans les premières minutes de jeu, on fait ce que n'importe quel chat fait, c'est-à-dire qu'on s'amuse avec nos potes, et on dort. La vie des chats est vraiment une vie très épuisante. Une fois qu'on a suffisamment dormi et que le beau temps est revenu, on peut avancer. Déjà, quand on observe l'environnement autour de nous, on peut voir que les constructions, qui ont l'air des constructions humaines, sont bien délabrées, elles ont l'air d'être abandonnées depuis un moment, et la végétation a bien repris ses droits. Donc on peut déjà se dire que c'est un endroit qui est plus du tout entretenu par l'homme. Au bout de quelques minutes de jeu, on arrive à un moment où les chats doivent sauter d'un tuyau à l'autre. On voit que les chats passent avant nous, évidemment on est dernier, et à chaque fois que les chats passent, le tuyau bouge un peu, et arrive notre moment où on saute, on fait un saut qui est plutôt propre, voilà, on se réceptionne plutôt bien, mais petit déséquilibre qui est créé par le tuyau, et là du coup on va directement faire un remake de Mufasa dans Le Roi Lion. Bon, du coup on fait une sale chute, hein. Ça aurait pu tuer n'importe qui je pense, mais notre chat il est extrêmement robuste, du coup il lui suffit de se poser 10 secondes, de se lécher un coup, et hop, ça repart. Et c'est à ce moment-là qu'on va rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Une porte s'ouvre et de petites créatures s'introduisent. Déjà, plusieurs questions, pourquoi cette porte s'ouvre maintenant? Quelles sont ces petites créatures? On en saura plus par la suite. On avance, on passe par cette porte parce que c'est la seule issue que nous avons vu qu'on ne peut pas remonter, et on arrive directement dans la ville morte. Je pense qu'il y a des villes qui sont plus accueillantes déjà par leur nom. Au niveau de l'environnement, on peut se rendre compte qu'il est drastiquement différent, vraiment il n'y a rien à voir avec ce qu'on a vu à la surface, et je dis à la surface parce que vu qu'on est tombé de très haut, on va dire qu'on est dans une ville souterraine. Bref, en avançant un peu, on se rend compte qu'il y a des caméras de surveillance qui nous suivent. On peut aussi voir que la route elle est indiquée par des enseignes, des lumières, des messages précis via les enseignes. Un peu plus loin, on retombe sur ces petites créatures qu'on a aperçues au loin. Tu le sauras au fur et à mesure de l'histoire, mais ces créatures s'appellent les Urks. Mais cette fois, il y en a des dizaines, et du coup ça leur fait prendre la confiance. Au début, ils nous esquivaient un petit peu, maintenant ils sont en mode « Ok, on est 150, on va te défoncer ». Et il faut savoir que ces créatures, elles bouffent tout ce qui bouge. Donc là, il y a un petit chat qui passe dans la rue, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de la viande fraîche. Ça nous attaque directement. Donc du coup on se fait courser par ces Urks et au bout d'un certain temps on arrive à les semer. On atterrit dans un appartement. Donc je précise qu'on a été guidé dans cet appartement par les lumières et aussi en essayant d'échapper aux Urks. Dans cet appartement on se fait encore un peu guider et on aperçoit un écran. Donc n'importe quel chat sait évidemment écrire sur un clavier, du coup c'est ce qu'on fait. Et via cet écran, quelqu'un s'adresse à nous. Le temps d'un instant, on devient un chat électricien et on commence à brancher des trucs un peu partout. Puis on va activer un petit drone, qui va être notre compagnon tout au long de l'aventure. Ce petit drone, il s'appelle B12, en référence au studio Blue 12, qui est le studio qui a développé le jeu. B12, il a la capacité de numériser des items, de faire office de torche et de guide. Quand on sait plus exactement ce qu'on doit faire, ou alors qu'on n'a pas lu les dialogues, on peut lui demander qu'est-ce qu'on a à faire. Et pour pouvoir nous suivre constamment, il va nous installer un petit sac à dos de chat pour pouvoir se loger à l'intérieur. En avançant un peu plus, on rencontrera des robots qui sont en panique en voyant le petit chat que nous sommes. On peut supposer du coup que les seuls habitants de cette ville sont les robots et les tiques, suceurs de sang, alias les Urks. L'objectif de notre petit chat, il est très clair, c'est sortir de cette ville, rejoindre ses potes à la surface, continuer de s'amuser avec ses potes chats. Et pour mener à bien cet objectif, on va devoir du coup coopérer avec les robots et avec le petit drone B12. Perso, j'ai bien aimé le fait d'incarner un personnage qui était un peu faible, ça change un peu d'habitude. Bon là du coup on est un chat qui n'a pas d'arme évidemment, donc notre arme la plus précieuse c'est la fuite, c'est nos pattes pour pouvoir courir le plus vite possible. Et du coup pour éviter les Urks, on va souvent s'enfuir. Plus tard dans l'aventure, on pourra utiliser brièvement une espèce de lampe violette pour carboniser les Urks grâce à B12, mais on va pas garder longtemps cette capacité, et je suis plutôt content d'ailleurs parce que sinon ce serait devenu un petit peu trop facile. Bon, pour récapituler, on peut faire à peu près tout ce que fait un chat, c'est-à-dire être mignon, boire de l'eau sale, dormir, faire ses griffes sur un mur, sur des stores, sur des canapés, sur des câbles. Tu peux aussi jouer à la balle, mettre ta tête dans un sac, faire tomber des pots de fleurs, faire tomber des livres, faire tomber des pots de peinture, faire tomber des choses quoi en fait. Parce qu'on est un chat et qu'on aime bien ça, faire tomber des choses. Faire des drifts. On a aussi une option bulldozer qui nous permet de déplacer des chaises, très pratique pour le camping. Tu peux aussi manquer de respect aux robots en marchant dans la peinture quand ils essaient de nettoyer. D'ailleurs ils te le feront savoir, ils sont pas contents. Ou alors faire des croche-pattes aux flics de la ville.
Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, j'arrête. Oui, je suis un grand gamin. Mais attention, parce que au bout de 3 croche-pattes, vous allez directement en prison, sans passer par la case départ et sans recevoir les 200 €. Ah non, ça c'est un autre jeu en fait, c'est pas du tout ça. Dans l'histoire, tu seras amené en prison par contre, ça c'est vrai. Et du coup, pour t'évader de prison et sauver ton pote B12, tu vas devoir faire preuve d'une discrétion hors pair et d'une grande agilité dont j'ai fait preuve. Non. Je t'ai collé. Non mais, attendez. Tirez pas. Non! Monte là! Arrête! C'est là que tu te rends compte que le jeu est vraiment facile, parce que si tu sprints dans à peu près n'importe quelle direction, les sentinelles qui te tirent dessus ne peuvent pas te toucher. Une fois évadé de prison, t'as globalement terminé l'histoire. Il te reste à ouvrir la dernière porte qui te sépare du monde réel et à rejoindre tes amis chats qui t'attendent à l'extérieur. Bon, c'est faux, ils t'attendent pas. La fin est plutôt libre d'interprétation d'ailleurs parce qu'il y a un ordinateur qui s'allume. Le chat, il regarde dans une certaine direction, ça a l'air d'être vers ses potes ou alors vers un chemin qu'il connaît, mais on le voit pas directement rejoindre ses potes. Voilà, je t'ai parlé de l'histoire vue du chat, c'est-à-dire on tombe dans une ville, on essaie d'en sortir et on y arrive. Globalement, c'est ça l'histoire. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans le jeu et dans l'histoire du jeu qu'on apprend au fur et à mesure de l'aventure et quand on essaie d'être un petit peu curieux en cherchant des souvenirs. Donc globalement, je t'ai dit au début que l'environnement de l'extérieur était vachement laissé à l'abandon et que du coup, on dirait que c'est un endroit qui est pas du tout entretenu par l'humain. Quand on rencontre B12, après l'avoir activé, il nous dit à plusieurs reprises qu'il travaillait avec un scientifique, mais il se souvient plus du nom du scientifique avec lequel il travaillait. Et tout au long de l'aventure, on va récupérer des souvenirs pour B12. C'est B12 qui va les reconnaître, qui va réussir à numériser les souvenirs et à se les réapproprier. Certains souvenirs se débloquent en avançant dans l'histoire et d'autres seront cachés sur la map. Et c'est en trouvant ces souvenirs que tu comprendras le contexte de ce jeu. Et du coup, je vais te l'expliquer. Globalement, il y a eu une épidémie qui a contraint l'humanité à créer cette ville souterraine pour survivre, et du coup la ville a été divisée en plusieurs parties. Donc t'as la partie basse qui sont appelées les taudis, je pense que t'as pas besoin d'un dessin pour comprendre que c'est là où les pauvres étaient logés. La partie haute de la ville qui était appelée le centre-ville, et la salle de contrôle là où on est à la fin pour ouvrir les portes. Certains humains avaient accès à cette salle de contrôle, et évidemment c'est eux qui décidaient de tout, et c'est eux qui avaient le plus de pouvoir. Bon déjà, premier point que je trouve fascinant, c'est que l'humanité est menacée d'extinction. Mais même dans ces situations, après avoir construit une ville, après s'être confiné de l'extérieur pour éviter qu'une épidémie se propage trop et qu'elle tue l'entièreté de l'humanité, ils ont quand même décidé de faire des classes sociales, de se diviser et d'avoir une partie pauvre, une partie riche, une partie qui contrôle tout cet endroit. Et donc au lieu de se rassembler pour essayer de survivre ensemble et de perdurer dans le temps, pour littéralement éviter que l'espèce s'éteigne, ils ont continué de se diviser. Vivre dans un espace confiné comme celui-ci, comme cette ville souterraine, c'est vraiment une solution à court terme. Parce qu'évidemment, quand t'es plongé dans l'obscurité constamment, tu commences à avoir des besoins d'humains qui ne peuvent pas être respectés, comme par exemple l'exposition à la lumière, ou alors la respiration. D'où vient l'oxygène, puisque l'espace est confiné, les arbres sont à l'extérieur, l'oxygène ne peut pas rentrer. Bon, je te rassure, du coup, pour le problème de l'oxygène, les humains ont réussi à créer des plantes qui n'avaient pas besoin de la lumière du soleil pour se développer, ce qui est plutôt exceptionnel, parce que du coup ça leur permettait de continuer de vivre dans cet espace clos, tout en ayant une quantité d'oxygène nécessaire pour la survie. Premier problème résolu, donc ça c'est plutôt cool, mais quand même on a des besoins en lumière, donc si tu n'es pas exposé à la lumière, tu vas être dans un mood un peu claqué, globalement, parce que la lumière nous fait nous sentir bien, littéralement. Et du coup dans un espace confiné comme celui-ci, où les ressources sont limitées, où tu ne peux pas avoir autant d'eau et d'électricité et de nourriture que tu veux, les gens ont commencé à allumer des enseignes partout pour essayer d'avoir une lumière qui ressemble à la lumière du jour, mais comme je te l'ai dit, quand t'as des ressources qui sont limitées, tu peux pas te permettre de faire ce genre de dinguerie sans avoir des répercussions. Par rapport à la nourriture, on n'a pas trop d'indices là-dessus, c'est-à-dire qu'on sait pas trop comment les gens continuaient de se nourrir, ce que je trouve assez surprenant parce que la nourriture c'est quand même un problème qui se pose assez vite. On a eu des indices au niveau de l'eau. On sait qu'ils ont créé une machine capable d'aller puiser de l'eau, et cette eau était redistribuée équitablement pour pouvoir satisfaire tous les besoins. Dans ce genre de situation, il y a aussi un autre problème qui arrive assez vite, c'est comment on fait pour évacuer les déchets. Et dans un espace confiné, donc littéralement tu n'as aucun échange entre l'extérieur et ce lieu, comment tu fais pour te débarrasser des déchets que tu as? Il y a une solution qui a été proposée par l'entreprise NecoCorp, qui a plutôt bien fonctionné au début, c'est-à-dire que l'entreprise a créé une bactérie capable de dissoudre la matière, donc les déchets ne pouvaient plus s'encombrer puisque cette bactérie bouffait littéralement tout.
pendant les dernières périodes où l'humain était là, ils ont commencé à construire des robots. Donc au début c'était des robots sans personnalité particulière, ils étaient juste capables de faire le ménage, un peu comme ceux qu'on voit dans les salles de contrôle. C'est des robots qui n'ont pas l'air d'avoir de personnalité, ils ont juste un job et ils sont programmés pour l'exécuter, tout simplement. Les humains ont aussi créé des sentinelles, donc les robots policiers, et les petits drones qui tirent partout dès qu'ils voient quelque chose d'anormal, genre un petit chat qui court à pleine vitesse. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, les robots, ils ont commencé à imiter les humains, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à avoir une espèce de personnalité, ils ont voulu faire comme eux, les imiter en buvant des choses, en essayant de manger des choses. Bon, évidemment, ils n'ont pas de système digestif, en fait, donc tout ce qu'ils font, ils le font uniquement parce qu'ils imitent les humains, et parce que c'est les humains qui ont influencé leur comportement, tout simplement. Je viens de te dire que les humains ont complètement disparu, et cette ville était gérée par les humains, en fait. Elle était gérée depuis la salle de contrôle par des humains, qui étaient certes dégueulasses, puisqu'ils ont continué de diviser la population, mais au moins c'était géré. Sauf que vers la fin du jeu, B12 nous explique que ces humains, ils ont rien fait pour venir en aide aux personnes qui étaient dans les taudis et dans la ville, et ils ont globalement laissé crever tout le monde, sauf que eux aussi sont morts. Et du coup tu te retrouves dans une salle de contrôle où il y a des robots qui n'ont aucune personnalité et qui sont juste chargés de faire le ménage, avec littéralement personne qui contrôle cette ville. Peu importe si c'était bien ou mal fait avant, maintenant, ce n'est plus fait, littéralement. Et il y a quelque chose qui commence à se passer, c'est-à-dire que la bactérie qui était capable de dissoudre les déchets, qui était très très utile aux humains pour éviter de se faire submerger par les déchets, en fait, elle commence à muter. Et du coup, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont muté en un espèce d'organisme qui est dégueulasse, c'est-à-dire qu'il est plein de yeux partout. Et globalement, de ce que j'ai compris dans le jeu, quand les yeux te repèrent, il envoie un espèce de signal, et c'est les petits urks qui viennent te choper. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un gigantesque organisme qui envoie les urks pour aller choper de la nourriture pour continuer de survivre tout simplement. Donc vu que cette bactérie a été créée pour dissoudre n'importe quelle matière, en fait elle bouffe absolument tout. C'est pas des animaux, c'est une bactérie qui bouffe littéralement tout. Elle va bouffer le chat que nous sommes, mais elle va aussi bouffer les robots et à peu près n'importe quel truc qui se trouvera sur son passage. Donc vraiment grosse soirée, on passe un très bon moment. Je vais revenir du coup sur B12 qui nous a dit qu'il l'était avec un scientifique mais qu'il n'arrive plus à se souvenir de qui c'était. À un moment donné dans l'aventure, il voit une espèce de machine qui est capable de réceptionner un corps et là il se souvient qu'en fait le scientifique c'était lui, genre le scientifique c'est lui, et qu'il y a des années et des années, il a transféré sa conscience depuis son corps de scientifique dans son ordinateur. Et en fait la raison pour laquelle la porte s'est ouverte au tout début du jeu, quand on est tombé avec notre chat, B12 était dans l'ordinateur, était dans le système, et il y avait forcément une caméra à cet endroit-là, et cette caméra a capté un chat en fait. Cette caméra a vu un chat et a essayé de diriger ce chat pour transférer la conscience de B12, du scientifique, depuis l'ordinateur dans un drone. Et donc en fait le petit drone qui se balade avec nous depuis le début de l'aventure, c'est le scientifique d'il y a des centaines d'années, qui avait juste fait un pari sur l'avenir en fait, parce qu'il il a transféré sa conscience dans un ordinateur en espérant pouvoir ouvrir les portes d'une manière ou d'une autre dans un futur plus ou moins lointain, et on se rend compte que c'est quand même un futur assez lointain. Il se rappelle aussi qu'il avait une famille et que c'est à cette famille qu'il a promis qu'il allait ouvrir les portes, donc du coup notre objectif en tant que chat c'est juste de sortir, et son objectif en tant que scientifique c'est d'ouvrir les portes et de ramener la lumière dans cette ville souterraine. Parce qu'il se rend compte en fait que si on est un petit chat qui vient d'arriver dans cette ville, c'est que y a de la vie en dehors de ces murs. Et effectivement, il y a de la vie parce que bon, les seuls êtres vivants qu'on a croisés, c'est des chats et des oiseaux, mais c'est quand même ça, et ça veut dire qu'il y a une épidémie qui a pas tué tout le monde, donc il y a quand même de l'espoir. Le premier robot avec qui on discute au début, donc pas le premier qui se fait complètement fumer sous nos yeux par les urks, mais vraiment le premier qui discute avec nous, au début on comprend rien à ce qu'il dit, et après on arrive à comprendre. Et en fait c'est parce que B12, il fait constamment le traducteur entre ces robots et nous, le petit chat. Donc le chat ne parle pas français, évidemment, mais c'est pour que nous on comprenne, parce que sinon on comprendrait rien à ce qui se passe dans le jeu. Et en fait la raison pour laquelle B12 arrive à traduire tout ça, c'est parce que au fur et à mesure des années, ce peuple des nouveaux robots, en fait c'est littéralement une nouvelle espèce en fait, elle a été créée par les humains, mais c'est la seule qui a continué à vivre, ils ont inventer leur propre langage, parce que je suppose que la langue des humains n'était plus utile pour eux, donc c'est pour ça qu'en fait on arrive à comprendre tous les dialogues tout au long du jeu, parce que c'est B12 qui fait le traducteur entre nous et le robot. Ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre en fait, parce que quand je me mets à y réfléchir, il y a un moment où on n'est plus avec B12 et où on comprend ce que les robots nous disent. Et donc pour terminer cette aventure, B12 se sacrifie, il prend le contrôle de tout ce qu'il y a, de toute la ville, il ouvre les portes, il libère les robots de cette menace des urks, parce que, je le rappelle, mais les urks sont sensibles à la lumière du jour, et c'est vraiment leur faiblesse, c'est-à-dire que dès qu'il y a de la lumière du jour qui les touche, ils meurent complètement, ils se font désintégrer littéralement. Le petit robot B12 nous a sauvés, enfin le scientifique qui était dans le robot B12 nous a sauvés, c'est un crack.
il a honoré la promesse qu'il avait faite auprès de sa famille, et le petit chat que nous sommes peut rejoindre ses potes à l'extérieur. Donc le jeu était sympa, honnêtement, j'ai beaucoup aimé jouer un petit chat qui faisait ses griffes partout et qui faisait chier les gens en leur faisant des croche-pattes. Voilà, je me suis beaucoup amusé. Bon, globalement, le jeu, s'il avait été joué par un autre personnage qu'un chat, il aurait été beaucoup moins mignon, beaucoup moins drôle, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire derrière, parce que c'est pas juste tu tombes dans une ville souterraine et t'essayes d'en sortir et puis c'est tout, tu vois. T'apprends qu'il y a littéralement la fin de l'humanité, que les seuls êtres vivants qui restent, est-ce que c'est des êtres vivants? Je sais pas trop, mais c'est des robots qui sont là en fait, et qui ont une intelligence artificielle. L'autre forme de vie, c'est les Urks, qui ont été créés par des humains et qui ont muté pour littéralement bouffer tout ce qui se trouve sur son passage, et que la promesse de ce scientifique, elle a été tenue, qu'il a réussi à finir sa tâche. Donc à la base, je m'étais dit que ça allait être un jeu très chill, où j'allais incarner un chat qui allait faire sa vie. Mais en fait, c'est une histoire un peu plus profonde, et qui est plutôt intéressante, je trouve. Hop, vas-y, pousse tes cadres, là ils sont moches.